Le 7 septembre 1695, quelque part en mer, près du cap de Bonne-Espérance, un navire marchand chargé de trésors faisait route depuis l'actuel Yémen vers son port d'attache en Inde. Son escorte, auparavant capturée par des pirates, ne pouvait plus le protéger, et bientôt une frégate se profila à l'horizon, fonçant droit sur lui. Du mât, un pavillon rouge orné d'une tête de mort flottait au vent. Lorsque la bataille prit fin, le pirate britannique Henry Avery s'éloigna, emportant l'une des plus importantes prises de l'époque. Tous ces événements se déroulèrent pendant l'âge d'or de la piraterie, entre 1690 et 1730. À cette époque, tout navire traversant l'Atlantique redoutait les pirates européens, et l'expression « mille sabords » résonnait dans les tavernes de nombreux continents. Des côtes d'Amérique du Nord à celles d'Amérique du Sud, ces pirates attaquaient les navires marchands pour s'emparer de leurs précieux butins. Les Caraïbes étaient le cœur battant de la piraterie. Les noms de Barbe Noire et du capitaine Kidd vous sont-ils familiers? Ou suis-je le seul à m'être plongé dans des récits de pirates? Quoi qu'il en soit, à la fin du XVIIe siècle, la quête de richesse en poussa certains à voguer vers l'Orient, longeant la côte d'Afrique et pénétrant dans l'océan Indien. C'est ainsi qu'Avery se retrouva si loin à l'est. Mais il ne fut pas le seul Européen à naviguer dans cette direction. L'océan Indien était alors un véritable carrefour commercial, où circulaient des navires transportant des biens de luxe ou des pèlerins se rendant à la Mecque ou vers l'empire moghol, situé dans les Indes. Leur cargaison était constituée de soieries, d'épices, d'encens et de parfums. En outre, la Compagnie des Indes orientales acheminait, au nom de plusieurs empires européens tels que l'Angleterre, les Pays-Bas et la France, des marchandises aussi diverses que de l'argent liquide et des bijoux. Le rêve de tout pirate, vous en conviendrez. Les navires les plus convoités étaient ceux de l'empereur moghol Aurangzeb, dont l'immense empire s'étendait sur la quasi-totalité du sous-continent indien. De retour aux Caraïbes, les cargaisons les plus courantes étaient le tissu, le bois et les spiritueux. Ces biens ne satisfaisaient cependant pas les pirates les plus ambitieux, qui se tournaient vers des prises plus luxueuses. Or, argent et pierreries disponibles en abondance dans l'océan Indien. Parmi les premiers à s'y rendre se trouvait Adam Baldridge, recherché pour le meurtre d'un homme en Jamaïque, alors sous domination britannique. Par des moyens peu scrupuleux, il parvint, en 1691, à établir un refuge de pirates sur l'île Sainte-Marie, près de la côte nord de Madagascar, à 400 km du continent africain. Ce lieu était idéalement situé au carrefour des principales routes maritimes reliant l'Europe à l'Asie. Les pirates veillèrent à fortifier l'île. Comme on pourrait s'y attendre, ils n'appréciaient guère les visites impromptues et se plaisaient à séjourner sur cette île où ils pouvaient festoyer en toute sécurité. Un Français du nom d'Olivier Levasseur et son collègue anglais, John Taylor, figuraient parmi les plus prospères habitants de l'île. En 1721, ils capturèrent, sans difficulté, un navire portugais chargé de trésors. Toutefois, l'opération ne se déroula pas sans encombre. Une violente tempête endommagea le vaisseau, les obligeant à accoster sur l'île de la Réunion pour des réparations. À bord se trouvaient des individus de marque, tels que le vice-roi des Indes portugaises et l'évêque de Goa. Mais ce qui marqua véritablement l'exploit du tandem, c'était le butin. Des doublons, des diamants et de la porcelaine d'une valeur équivalente à plusieurs centaines de millions d'euros actuels. La prise était si colossale que les pirates ne prirent même pas la peine de détrousser les riches passagers. Cependant, cet exploit ne parvint pas à éclipser celui d'Henry Avery, réalisé 26 ans plus tôt. Nous savons peu de choses sur cet Anglais, si ce n'est qu'il naquit à Plymouth et qu'il servit dans la marine marchande. En 1694, Avery devint premier lieutenant à bord du Charles II, un navire de course affrété par la couronne espagnole. Ces navires, propriété privée, étaient engagés par les nations en temps de guerre contre d'autres puissances. Le rôle du navire d'Avery était de traquer les contrebandiers français dans les Caraïbes. Mais les choses allaient bientôt changer. Remarquablement persuasif, Avery fomenta une mutinerie en 1694 qui fut couronnée de succès. Après avoir laissé le malheureux capitaine à terre et rebaptisé le navire Fancy, le nouveau capitaine fit cap sur Madagascar. Là-bas, il apprit qu'une imposante flotte de 25 navires s'apprêtait à rallier son port d'attache en Inde. Parmi les vaisseaux, en plus des pèlerins, se trouvaient plusieurs navires chargés de trésors appartenant aux grands Moghols. Sans perdre de temps, Avery constitua une armada de 6 navires pour traquer le convoi moghol. Dès qu'ils aperçurent la flotte, les pirates se lancèrent dans une poursuite effrénée. Ils parvinrent à aborder un navire d'escorte, s'emparant d'or et d'argent pour une valeur excédant les 17 millions d'euros actuels.
Et comme si cela ne suffisait pas, Avery et son équipage se lancèrent à la poursuite du vaisseau amiral. Le Ganji Sawai, le plus grand navire d'Inde à l'époque, capable de se défendre mieux que l'ensemble de la flotte. La chance sourit aux pirates, car l'une de leurs volées endommagea gravement le navire indien, tranchant son mât principal en deux. Profitant de l'opportunité, Avery accosta le vaisseau moghol immobilisé, et ses hommes grimpèrent à bord. Malgré l'abandon de leur capitaine, les marins indiens opposèrent une impressionnante résistance. Finalement, les hommes d'Avery triomphèrent, réalisant l'une des prises les plus lucratives de l'histoire de la piraterie. Ils emplirent leurs coffres de centaines de milliers de livres en bijoux et en métaux précieux. Après cela, ils prirent la direction des Bahamas et mirent leur immense richesse à profit pour convaincre le gouverneur de les laisser accoster. Leur bien le plus précieux, le Fancy, faisait partie de l'accord. Lorsque la nouvelle de ce pillage parvint au grand Moghol, un scandale diplomatique d'ampleur éclata. L'empereur, furieux, accusa la Compagnie des Indes orientales de comploter contre lui et fit arrêter plusieurs de ses hauts fonctionnaires. Craignant que le souverain n'annule leurs précieux accords commerciaux, la Compagnie décida de prouver sa bonne foi en traînant les responsables devant la justice. Avec l'aide de navires britanniques spécialement équipés pour la traque en haute mer, une poursuite fut lancée à travers le globe, visant à capturer Avery et son équipage, avec la promesse d'une récompense à quiconque réussirait à les capturer. Cette poursuite ne fut que partiellement fructueuse, car la marine ne parvint à capturer et juger qu'une poignée de pirates. La plupart d'entre eux se dispersèrent à travers l'Europe et les Amériques, emportant avec eux leur part du butin. Avery, quant à lui, remporta le surnom de roi des pirates grâce à ses exploits dans l'océan Indien. Les historiens supposent qu'il se réfugia en Irlande avec sa part du trésor sous un faux nom, celui de George Washington. Non, je me paie votre tête. La piraterie était un métier dangereux et tous les aventuriers européens ne rencontrèrent pas le même succès en Orient. Prenons par exemple le pirate néerlandais Dirk Schievers, qui parvint à piéger 4 navires dans le port indien de Calicut. Il rançonna la ville ainsi que la Compagnie des Indes orientales, mais on ne lui offrit que la moitié de la somme exigée. Finalement, un autre montant fut négocié. Mais comme celui-ci n'arrivait pas, Schievers incendia un autre navire. À ce moment-là, tant les Britanniques que les Indiens en eurent assez et affrétèrent 10 vaisseaux corsaires pour chasser Schievers, ce qu'ils réussirent à faire. Le capitaine dut regagner l'île Sainte-Marie les mains vides. Au tournant du XVIIIe siècle, la présence européenne accrue dans la région marqua la fin de l'âge d'or de la piraterie. Alors que les autorités britanniques intensifièrent leurs raids contre les repères de pirates, le nombre de ceux-ci chuta de manière drastique. En 1692, un terrible tremblement de terre suivi d'un tsunami détruisit un célèbre repère de pirates, Port-Royal en Jamaïque. Cependant, la piraterie dans l'océan Indien n'a jamais totalement disparu. Les pirates modernes n'ont peut-être plus de cache-œil ni de perroquets à l'épaule, mais ils sont tout aussi déterminés que ceux du passé. Le détroit de Malacca relie l'océan Indien au Pacifique, et aujourd'hui, près de 40% du commerce mondial transite par cette voie. Pourtant, la piraterie y était encore bien présente au XXIe siècle. Les autorités de Malaisie et d'Indonésie, les 2 pays que sépare ce détroit, n'ont réussi à enrayer la piraterie qu'en 2016. Et non, ça n'a rien d'une fable romanesque.